Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique, une émission de qualité. Salut mon cher Kerr. Salut Bigby. On est là pour faire une petite vidéo fac. Alors donc la fac, qu'est-ce que c'est ? C'est la foire aux questions d'Empoigne. Donc globalement, on va essayer de vous répondre aux questions que vous avez posées. Et les gens disent, mais comment ça, la dernière fois, c'était les questions dans les commentaires de YouTube ? Et bien là, cette fois-ci, on a décidé de faire un peu différemment. Ce n'est pas les commentaires, on n'a pas posé les questions que vous deviez nous poser, vous avez compris, dans les commentaires YouTube. En fait, on a essayé de le faire sur nos réseaux sociaux pour essayer de faire interagir un peu tout le monde. Donc Twitter, Instagram, c'est Cult'Click pour les deux. Abonnez-vous si vous voulez participer à la prochaine FAQ si on fait pareil. Voilà. Et le compte Twitter de Kerr, @YGKer, et Greg_is_Bigby. Et c'est la même pour Instagram. Et @Ncardel. Ncardel pour Je Nico crois. qui revient bientôt. On y va pour les questions, c'est parti. La première, et c'est celle qui revient le plus, donc une des plus. Alors, vous nous avez beaucoup posé de questions sur nos métiers, si on est marié, nos âges, etc. On a déjà répondu à tout ça dans d'autres vidéos. Une question donc de Jon Snow. Ouais. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés et depuis quand vous vous connaissez ? Alors, le truc, c'est que ça, on y a déjà répondu, mais comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés, d'ailleurs, on les remercie. On va y Bonjour à tous. rapidement. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? On bossait ensemble dans une boîte qui s'appelle O-Gaming. Le monsieur ici présent était le directeur de la Web TV. Moi, j'étais un tout petit caster qui était dans une autre boîte avant. Et en fait, du coup, on a fait des émissions ensemble, toi à la réalisation et à la production. Et puis, on s'est liés d'amitié. Pareil avec Cardel, et un jour, gros délire au téléphone, je me rappelle, c'était un samedi après-midi. Cardel était réalisateur. Ouais. Cardel était réalisateur. Il avait hyper envie, à force de réaliser beaucoup d'émissions, d'avoir une émission où lui était également présentateur, il pouvait faire des trucs. Moi, je cherchais des émissions à mettre sur la grille d'antenne donc de O-Gaming. Et l'ami Kerr, lui, qui est, parce qu'il le précise pas, était numéro 2 sur le site. Donc, c'était l'adjoint du rédacteur en chef. Il faisait beaucoup de news. Et souvent, on se disait, est-ce qu'on va parler de tel film qui est sorti, de tel jeu vidéo qui est sorti, ou de trucs comme ça. Et à force d'en parler, et à force qu'on soit tous les trois à parler des dernières sorties ciné, des trucs comme ça, on a juste eu envie de se faire plaisir. À un moment où il y a eu un trou dans la grille, on en a profité pour faire l'émission. Dans le week-end, j'ai fait l'habillage. Et moi, j'ai fait le filet, et zou, c'était parti. Et voilà, exactement. Et puis on est parti, et puis on n'a jamais eu envie d'arrêter. Et ouais, voilà. Donc ça, c'était la réponse. Alors j'aurais bien voulu vous dire où on s'est rencontrés dans un club échangiste. Et j'ai même envie de dire que si on est juste, comme Cult Technique est né de relations amicales dans le travail, en fait, on est devenus vraiment potes et amis avec l'émission. Qui nous faisait qu'on se voyait toutes les semaines, etc. Et non, alors on s'entendait déjà très bien quand même. Tu avais peut-être cette impression-là parce que Quel salaud, en tant que manager, tout ça. Mais le truc, c'est que globalement, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Cult Technique qui nous a permis à tous de nous rapprocher énormément. Deuxième question maintenant, les amis, elle s'affiche, ma chère Daniel. Comment voyez-vous le futur de la chaîne Cult Technique ? Avez-vous de nouveaux projets ? Alors, le futur de la chaîne Cult Technique, déjà, je pense que vous en avez vu un petit bout pendant cet été. En fait, Cult Technique, c'était vraiment un live. On faisait un live de 4 heures entre 3 potes et on parlait de tout ce qu'on avait vu et on échangeait. Ça, c'était Cult Technique il y a quelques temps, quand on n'était que du live. Puis petit à petit, on s'est mis à mettre juste les replays sur YouTube, puis on s'est mis à travailler les replays sur YouTube, puis le truc qui a tout changé l'an dernier, c'est quand au milieu de l'année, on a commencé à se dire, maintenant, c'est pas le live qui est le truc qu'on fait avec et qui génère des vidéos à côté. On s'est dit, on veut faire des vidéos plus travaillées parce qu'on s'est pris au jeu des commentaires, d'échanger avec vous, de la communauté, et c'était aussi un moyen de parler de choses dont on ne pouvait pas parler en live. On ne peut pas spoiler Game of Thrones, puis Walking Dead, etc., parce qu'on prendrait le risque que tout le monde n'ait pas vu toutes les séries et donc que ça déplaise et qu'on se retrouve bloqué à ne plus parler de tout. Donc on s'est mis à commencer à travailler des vidéos, et c'était vraiment, comme le dit Guerre, pour pouvoir parler de spoil, pour pouvoir parler d'une théorie comme ça qu'on avait eue. On avait envie de vous échanger cette idée. Et en fait, là, les dernières semaines, les derniers mois, on réfléchit complètement différemment. Cult Technique, c'est avant tout la communauté, c'est avant tout la chaîne YouTube. Comment est-ce que on va interagir avec vous ? Qu'est-ce qui sera un sujet intéressant ? Qu'est-ce qui va nous amuser à faire comme ça en format de vidéo ? Et en fait, après le live,
Certains l'ont vu, le live est devenu un peu plus court. Les 4 heures qu'ils faisaient il y a 3 ans, maintenant c'est devenu 1 heure et demie. Parce que c'est toujours un moment communautaire où on aime bien, puis c'est un plaisir de faire du live avec le chat à côté, où on peut vous parler en direct, réagir, et souvent les plus gros fous rires ont tous été en live. Mais en même temps, il y a un vrai plaisir à faire une vidéo préparée, sur laquelle on a plus réfléchi, on la poste, et ensuite on commence à voir vos commentaires. Et donc globalement, si je pense qu'on est assez sûr que ça va continuer de faire ça, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de live, mais ça veut dire qu'on continuera à faire des lives fun qui resteront vraiment le truc très communautaire tout entre nous. Et puis à côté de ça, de plus en plus de vidéos travaillées, apprêtées, et voilà. Alors, il y a un élément qui explique pourquoi le live est plus court. C'est pas tellement une volonté. Alors, il faut réexpliquer comment fonctionne Qt Click. On a tous les deux des boulots qui nous prennent énormément de temps. Nico, c'est pareil. Moi, je viens de loin, donc c'est une contrainte également enfin, j'ai beaucoup de routes, donc voilà, c'est une contrainte. Iker a 2 heures entre l'aller et retour pour venir sur le plateau de Non, Qt j'ai Click. 2 heures pour l'aller, hein, pas. Ça a encore augmenté. J'ai 3h30 de route. Il a déménagé. Maintenant, Donc j'ai 3h30 de route pour venir. Et en fait, on ne peut, avec notre emploi du temps, que faire un soir. Donc si le live dure 3 heures, ça veut dire qu'on n'a qu'une heure, une petite heure pour enregistrer des vidéos. Or, on enregistre tout le mardi quasiment. Des fois, on le fait à distance, mais c'est relativement rare. Donc le live est plus court pour nous permettre de travailler et d'enregistrer les vidéos à la suite, que l'on enregistre le mardi ou le lundi. Et qui sont ensuite sortis dans la semaine. Il y avait une deuxième partie à la question, je crois. Et je ne sais pas si on y a répondu. Daniel, si tu peux la remettre. Avez-vous de nouveaux projets ? Les nouveaux projets, ça va être de voir déjà à la rentrée quelles sont les séries sympatoches, d'espérer qu'il y ait une série qui soit suffisamment intéressante pour qu'elle nous déclenche plein d'envie de faire des vidéos. J'espère Star Trek, moi. Et ça va pas plus loin que ça. J'espère énormément Star Trek Discovery. Ouais, on aimerait bien retrouver des nouveaux formats, des nouvelles idées. On est en train d'y réfléchir. Et voilà. Donc globalement, plus travailler sur la chaîne YouTube, de plus en plus communautaire, et travailler sur des nouveaux formats après sur la nouvelle rentrée. Allez, nouvelle question. Êtes-vous satisfait de l'émission depuis le départ de la JVTV et qu'est-ce que cela a changé pour vous ? Alors, satisfait, oui, parce que plus d'autonomie, on fait un petit peu ce qu'on veut. Là maintenant, on n'est plus dans une grille avec des programmes avant et après, donc c'est beaucoup plus d'autonomie et c'est très chouette. Puis c'est aussi un nouveau défi. Enfin, personnellement, c'est notre bébé, personne nous tient la main là maintenant. C'est extrêmement agréable d'être indépendant, un peu comme on l'avait été quand on était chez toi. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ? Je viens de le dire, en fait, ça a changé beaucoup de questions. Toi, peut-être sur la dernière partie, tu veux réagir ? Déjà sur la JVTV, globalement, en tant que fondateur de Gaming Live qui a été donc renommé JVTV, c'était très bizarre de quitter la société et de continuer à y aller. C'est un peu comme si tu romps avec une fille, mais tu continues de la voir à tous tes repas avec tes copains et vous avez rien à vous dire. Et donc globalement, c'était super bizarre. Donc moi, j'avais hâte qu'on en parte. J'avais hâte qu'on reprenne une liberté. Une web télé, comme tu l'as dit, c'est 2h00 d'une émission. Donc là, maintenant, en fait, quand c'est important de faire beaucoup de vidéos, de passer beaucoup de temps, et parfois, on va faire que 45 minutes de live et tout le reste, ça va être des vidéos plus travaillées, ce qui aurait été impossible sur la JVTV. Et surtout, c'est la possibilité comme ça de vraiment développer la chaîne YouTube avec toutes les bonnes nouvelles qu'ont apporté la chaîne YouTube. Maintenant, c'est vrai que qu'est-ce que ça a changé pour vous ? JVTV, ça mettait, on était dans un truc où tout était un peu mis. Tu vois, il y avait des moyens qui étaient mis à disposition, une réalisatrice, un monteur et tout pour les vidéos. C'est des moyens qu'on n'a plus. Maintenant, il faut qu'on paye nous pour tout ça. Par exemple, Daniel, on doit payer la chaîne, le site internet, on a dû payer pour le créer. Et donc là, c'est sûr que la première année de Qt Click, en indépendance totale, elle nous a coûté de l'argent et que voilà, on a eu en plus que beaucoup de galères sur les trucs. On a eu 4 mois et demi où la chaîne a eu un problème. Du coup, YouTube a arrêté de monétiser la chaîne, donc il fallait qu'on paye tout à blanc. Ouais, c'est une passion qui nous coûte de l'argent et qui n'en rapporte pas. Voilà. Après, il y a des petites lueurs d'espoir le mois de juillet et le mois d'août. Entre les revenus de la chaîne qui ont augmenté parce qu'il y a eu fait un peu plus de vues parce que Game of Thrones,
Et également, et on vous en remercie beaucoup, les soutiens sur le super chat qui ont permis de payer. Au final, on les a utilisés pour payer un peu de matériel à Care parce que du coup, quand qu'une équipe doit de l'argent et qu'on n'arrête pas d'y remettre, c'est un peu bizarre de repayer pour tout de suite pour du matériel. Donc là, ça a pu être le cas. Donc ça, c'est cool. Merci en tout cas pour ces soutiens. Et puis voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça a changé? Plus de liberté. Par contre, les avantages et les inconvénients de l'indépendance. Ouais, mais on a vécu des beaux moments dans les web TV, on a fait des belles rencontres. Tes beaux moments. Non, mais même chez JVTV, il y a plein de gens qu'on a rencontrés, c'était très bien. Mais là, l'aventure, c'est comme je le disais, c'est notre bébé, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des inconvénients, c'est vrai qu'il y a des avantages. Faire la route, c'est dur. Toi, c'est dur aussi. Enfin, c'est dur aussi pour Nico. Mais voilà, c'est notre bébé. On est super content de le. J'allais dire de le partager avec vous, mais c'est un peu chelou. Question suivante. Alors, question de Elise Chat, une section anime, est-ce possible? Il y a déjà une playlist anime, donc je voulais juste le repréciser. On a fait... notamment parlé de My Hero Academia et de l'Attaque des Titans. Ouais, moi je trouve qu'on en fait un petit peu trop peu. J'aurais bien aimé Ouais. qu'on en fasse un peu plus. Mais il y a My Hero Academia que j'ai tout suivi, qui a eu un arc extrêmement réussi. Mais j'ai pas trouvé genre 15 animes de ouf cette année. Donc on en a fait peu, mais c'est aussi en regard du fait qu'il n'y avait pas des milliers d'animes de ouf cette année. C'est vrai. Question suivante. On fait vite, sinon la vidéo va durer 3 jours. Nouvelle question, donc ma chère. On se rappelle la FAQ de l'an dernier qui était devenue la saga de l'été avec tellement 3 parties. Elle a duré longtemps, ouais. Une question de Hugo. Pensez-vous refaire des critiques d'anciens films comme Le Seigneur des Anneaux, genre Star Wars, Harry Potter? Alors, moi, j'ai adoré, mais vraiment adoré faire les critiques rétro du Seigneur des Anneaux. J'aimerais vraiment faire sur d'autres films. Alors, j'avais pensé à refaire Interstellar, à refaire Gravity, à refaire Mad Max, qu'on n'avait pas fait en critique, à faire les Harry Potter, à faire les Star Wars, à faire Jurassic Park, à faire Les Dents de la Mer. Enfin, j'avais plein d'idées. J'aimerais bien faire la critique de La Menace Fantôme. Alors, la critique de La Menace Fantôme en rétro, je pense que celle-là, on peut vraiment s'amuser. On aimerait en faire, après il faut voir aussi parce que on est limité forcément dans notre temps d'enregistrement. Question suivante. Est-ce que Cardell a décuvé depuis le titre de champion de Monaco et est-ce cela la raison de son absence? Alors Nico, qui travaille chez Webedia, qui est donc un des, si ce n'est le meilleur réalisateur à l'heure actuelle chez eux, le meilleur de très loin. Non, le meilleur de très loin, on peut même le dire. Et donc du coup, et depuis, Victor, c'est Coppola. Webedia, c'est une très grosse boîte, donc du coup ils ont besoin de lui pour des milliers de trucs. Donc il a eu un été où il a bossé comme un dingue de ouf. Et après, comme il a bossé comme un ouf et qu'il a eu beaucoup de jours d'affilée, ses jours de repos, ses vacances, ça fait 1 mois, donc il est parti pendant un peu plus d'1 mois en vacances. Et voilà. Et donc, pour ceux qui sont sur Twitter et qui l'ont suivi, vous avez vu à quel point il a pu tweeter, qu'il avait hâte de revenir dans l'émission. C'est juste que son travail de réalisateur, qui donc est au même moment que l'émission Culteclic, parce qu'il a des émissions au même moment qu'on enregistre, a fait qu'il ne pouvait pas ces derniers temps venir. Et puis il y a eu cette très grande vacances bien méritée. Et donc la suivante, ma chère Danielle. La suivante, si vous pouviez faire une apparition dans une série, laquelle choisiriez-vous et dans quel contexte? Alors celle-là, moi j'ai une réponse. Ce serait dans la saison 8 de Game of Thrones. J'aimerais bien qu'Arya arrive sur un feu de camp et que je sois là en train de chanter sur la mandoline une petite chanson sur le générique de Cult & Click. Wouhou! Et je suis là en train de raconter à quel point une adolescente enragée a comme ça tué tous les manants qu'elle avait sur sa liste, avec Kerr qui derrière serait avec les maracas. Moi, ce serait mon petit passage dans la série que je préférais. Et toi? Alors moi, je pense que j'aurais bien aimé jouer un petit rôle dans Big Bang Theory. Mais à mon avis, l'ambiance sur le tournage, c'est de la merde. Donc, ouais, t'as bien répondu, un petit Game of Thrones peut-être.
Ou un petit narcos, jouer un gros narcotrafiquant colombien, ça me va bien en plus. Je te verrais bien effectivement dans Narcos, tu sais, en touriste belge, en touriste belge qui vient et qui a une première expérience avec la cocaïne qui tourne extrêmement mal, Ouais. qui se retrouve au milieu d'un deal qui part complètement en cacahuète, des balles qui fusent de partout, qui est là avec son parasol, qui court, vas-y, viens maman, dépêche-toi et tout. Et puis au final, in extremis, tu te prends une balle dans les fesses. Question suivante, ma chère Daniel. Selon vous, est-ce que les meilleures séries de super-héros sont sur les DC ou séries Marvel de super DC ou DC ou Marvel? Ah, de Julien Mador. Moi, je trouve quand même que c'est Marvel avec Netflix. Voilà. Bah, il y a Supergirl. Ah oui, justement. Non, je dirais que les séries sont à Marvel. Il y a Légion aussi. Hein. Et le truc, c'est que les films étaient à DC. Ouais. Suivant. Merci Julien. On t'adore. Juju, comme on l'appelle. T'as vu ça? Il s'appelle Mador. J'ai dit on t'adore. Super. Trop cool. À toi. Ma chère Daniel. Antoine Gaune qui nous dit: vous avez trouvé une astuce pour continuer les vidéos sur American Gods? Alors je voulais c'est répondre en l'angoisse. toute sincérité, j'ai plus envie de les faire. C'est tout. On a eu trop de problèmes. En fait, les problèmes qu'on a. Faisons, pour ceux qui n'ont pas suivi les événements, on était super chaud patate pour faire American Gods. On a commencé à faire les critiques toutes les semaines. On a fait des théories. Kerr et moi, on a commencé les bouquins. Kerr a conseillé le bouquin à sa mère qui s'est mis à lire le livre. Et qu'il a lu jusqu'au bout. Et attends. Et donc le truc, c'est qu'on était vraiment chaud patate. Là, ensuite, Canal+, par le truchement d'une de ses sociétés en Angleterre, nous faire un strike sur la chaîne. La chaîne n'est plus monétisée. Nous n'avons plus la possibilité de faire des lives. La moitié des fonctionnalités de la chaîne YouTube sont désactivées. Pourquoi? Parce que quelqu'un a cru qu'une critique de American Gods, il l'a pris pour genre comme si on avait diffusé l'épisode d'American Gods. Donc catastrophe. On doit appeler Canal+, on doit appeler l'Angleterre, on doit appeler ce Jean-Pierre Anglais pour lui expliquer qu'il ne faut pas confondre une vidéo critique où il n'y a aucune vidéo de la série qui est diffusée et un épisode leaké. Et là, Jean-Pierre, il comprend et dit: oh, désolé, c'est fini, pas de problème, continuez. Il retire le strike, on est repatate. Kerr en parle à sa mère. Et là, d'un seul coup, il nous restrike une deuxième fois, ces enfoirés, tout était bloqué, on a failli flipper de perdre la chaîne, qu'elle soit supprimée. Du coup, on a dit à tout le monde qu'on ferait la fin d'American Gods sur Facebook. Et on a menti. Et la réalité, c'est que franchement, on n'a plus envie de voir cette série. Ils ont failli nous supprimer la chaîne YouTube, quoi. C'est un truc de ouf pour des erreurs manuelles de leur putain de bot. Après, reconnaissons quand même que ce n'est pas Canal, c'est la voilà. société qui sous-traite, à laquelle Canal sous-traite ses vidéos. Choisissez mieux les sociétés à laquelle vous sous-traitez vos problèmes de droit, parce que là, non seulement nous ne voulons plus traiter la série, mais en plus, franchement, toutes les séries Canal, on va les regarder à 2 fois avant de même en parler. C'est une catastrophe d'avoir fait ça. Qu'est-ce que tu peux faire de plus violent à un YouTuber que de lui mettre devant les yeux la potentielle suppression de sa chaîne? C'est n'importe quoi. Enfin bref, donc du coup, American God, on est passé de très chaud à très pas content. Suivant, ma chère Daniel. Lionel Van Gisbergen, pronostic pour The Walking Dead. Alors on en parlera de la saison 8, on en parlera dans une autre vidéo. Allez-vous refaire des analyses de Fear the Walking Dead comme dans le passé, vu que la série va mieux? Alors moi, j'ai fait l'intérêt d'avoir sélectionné cette question, c'était pour rappeler que j'avais fait une critique flash de la première moitié de saison 3. En effet, elle est mieux, et si la série vraiment redécolle, je vais inciter mes 2 compères à se remettre dans la série pour pourquoi pas reprendre des critiques. Alors je précise un truc, Kerr m'a vachement chauffé sur la série, mais accessoirement, tout le monde s'en fout de ta critique. Oui, tout le monde s'en fout. C'est un truc de ouf comme en Fear the Walking Dead, mais tout le monde s'en fout. Mais la série est morte. Hein. Mais elle peut être très bien. Il n'y a plus de public pour Fear the Walking Dead. En tout cas, bon, tout le monde s'en fout ou pas. Je regarderai et je me la suis mis dans ma to-do. Mais c'est vrai que la série a été tellement naze. Ouais. Question suivante. Ouais. Avez-vous déjà pensé à faire de la fiction? Non. Et une question pour moi, toi, tu as pensé à faire la fiction ou pas? Moi, j'ai commencé par ça. Je fais une école de cinéma pour faire de la fiction. J'ai travaillé sur des courts-métrages tout le début de ma carrière. Parfois, je me dis que j'aimerais bien en refaire plus tard, même si du coup, là, les productions vidéo sur lesquelles je fais, c'est plutôt du live, etc. Donc très éloigné de la fiction. Mais oui, ça me tente très bien. Le truc, c'est que ça prend énormément de temps.
C'est quelque chose qu'il faut faire dans une idée où tu le fais à blanc, tu vas perdre de l'argent, et c'est vraiment pour la passion. Le truc, c'est que il y a vraiment une question de temps, et je pense que ce sera plus tard. Alors, le The Witcher de Netflix va-t-il être le nouveau Game of Thrones? Alors, mon avis, c'est qu'en termes de qualité, Netflix peut avoir une série sur The Witcher qui va être extraordinaire parce que le livre et les livres et les jeux aussi sont vraiment très bons. Il y a un univers qui est époustouflant. Ça peut vraiment être le Game of Thrones de Netflix. Par contre, il y a un vrai problème, c'est que Game of Thrones, le succès et la passion autour de la série est lié notamment à la méga hype qu'il y a tout autour, le fait qu'on peut théoriser, qu'on attend son épisode la semaine d'après. Le Netflix n'arrivera jamais à rendre The Witcher aussi populaire que Game of Thrones parce qu'on aura la saison d'un coup. On va se la manger telle qu'elle et quelques jours après, on l'aura malheureusement déjà oublié. Mais donc je pense qu'en termes de popularité, de succès, The Witcher n'atteindra pas malheureusement Game of Thrones parce que Netflix. Mais par contre, en termes de qualité, Netflix peut faire aussi bien que Game of Thrones s'ils en ont les moyens. Très bien. Question suivante. Alors, Jojo Brier nous disait: quel film et série vous attendez le plus en cette fin d'année 2017? Star Wars. Alors, film Star Wars, c'est sûr. Ouais. Et série, j'ai envie de dire Atlanta saison 2. Et ben moi, c'est Star Trek Discovery. J'ai vraiment envie que cette série me plaise. Bon, on va voir. Question suivante. Ma chère Danielle. Marquis Dely, un petit nouveau sur la chaîne. Salut à toi, Marquis. Merci de t'être abonné. Dans 10 Merci ans, pour tout ce que tu fais. ira-t-on encore dans les salles de cinéma? Je pense que oui. Oui, C'est juste qu'il continuera à avoir de moins en moins de personnes. Mais le truc, c'est que le cinéma reste l'endroit où tu peux faire un peu du touche pilou-pilou avec ton premier encart. Et ça, j'ai envie de dire que personne ne pourra s'en passer. Mais plus sérieusement, le truc, c'est que c'est Moi, c'était un grand écran. moi, c'était sur Les Rois Mages avec des inconnus. Et j'ai peur que tu J'ai me pas racontes. vu beaucoup l'écran. Et donc au final, le truc, c'est que globalement, ça reste la sortie entre potes. Ça fait que des bisous. Hein. La série, merci d'avoir précisé. La série, le fait de pouvoir aller avec tous tes potes, avec ta compagne, avec tes parents, vivre vraiment une expérience en grand écran, je pense qu'on ne pourra pas y couper. Et toutes les expériences de lunettes qui permettent de faire de voir comme si c'était un grand large et tout, sont trop isolantes. Tu vois pas le film, tu partages pas le film avec en sentant aussi proche les gens. Donc au final, je suis sûr qu'il y aura toujours de moins en moins parce que les téléviseurs continueront d'augmenter en qualité, en taille, etc. Mais qu'on continuera à y aller en tant qu'expérience sociale. Et à mon avis, il y a aussi un autre élément, c'est que là, le futur ne nous donne aucune alternative au ciné. C'est-à-dire que là, on était arrivé sur une modèle de plateforme où on avait tous les films et toutes les séries qui peut te convenir. C'est-à-dire, si les sorties sont rapprochées par rapport au ciné sur la plateforme, donc en l'occurrence Netflix, bah, tu peux te dire, bon, bah, j'attends et puis je regarde tranquillement sur ma plateforme. Mais là, en fait, on va en parler dans une autre vidéo plus tard, mais Disney, la Fox, HBO, Netflix et plein d'autres veulent lancer leur propre plateforme. On va donc arriver à une multitude de choix de plateformes pour pouvoir voir l'intégralité des films et séries. On va donc bien évidemment pas dépenser autant de thunes dans tout ça. Il restera donc deux alternatives, le téléchargement qui va revenir en force et surtout le fait d'aller au ciné. Tout simplement, tu vas tranquillou au ciné. Moi, le ciné à côté de chez moi, maintenant, ciné de campagne, c'est 3,50 la place. 3,50. 3,50 Non, t'es la pas place. sérieux. 3,50 mec. Putain. Donc je peux faire. Et là, il y a des films récents. Tu peux faire 4 cinémas pour le prix d'une place de cinéma à Paname. Ouais, et là, il y a les films qui sont sortis cette semaine. En 2017. Alors, ma chère Danielle, image suivante. Schtrouff qui nous dit: avez-vous aussi le sentiment qu'à l'avenir, on va devoir s'abonner à X plateformes de streaming? On y a répondu juste Ah, avant. il est beau. Le seul truc, c'est que je pense que tu te trompes dans ton compte en disant Netflix, Amazon, Disney, HBO, Apple. Je pense que la réalité sera Netflix, Amazon, Disney, HBO, Apple, Warner, La Fox. la Fox, La Fox, il a- etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que les producteurs, les grandes sociétés de production de cinéma vont commencer à avoir leur propre portail. Et les plus petits ou ceux qui font des films de ouf à la Legendary, enfin de ouf, des films à un énorme budget mais qui en font peu comme Legendary Pictures, eux, ils s'associeront par exemple à Universal pour faire un conglomérat, etc. Mais ils ont beaucoup plus d'intérêt à s'associer les uns les autres
que aller chez un Netflix qui le voit comme un concurrent maintenant. Moi, en toute sincérité, les annonces récentes de Apple, de la Fox, de Disney et tout, ça m'a donné tout sauf envie de m'abonner. Ça m'a donné l'envie de les fuir. Je me suis dit, ok, les plateformes, c'est la solution contre les téléchargements, pour pouvoir regarder les trucs légalement, pour pouvoir aider les artistes et tout, enfin, de faire les choses proprement, tu vois. Et en fait, ils transforment ça en, bah, on fait tous notre plateforme et puis démerdez-vous pour aller pomper notre fric et tout. Enfin, déjà, il n'y aura plus aucune plateforme qui aura une vraie proposition large et tout. Et moi, ça va juste me redonner envie d'aller tranquillement au ciné et puis basta. Question suivante. Maxime Pop qui nous dit devant quel film et série avez-vous été le plus choqué? Perso, c'est les sons Sons of Anarchy. Son of Anarchy. Je suis resté KO. En termes de. C'est pour toujours. Hein. Ouais, de choqué. Bah moi, Walking Dead. On va dire par la mort de quelqu'un alors. Ouais, moi je pense que c'est Walking Dead début de saison. Bon, bah moi, c'est Breaking Bad. Non, c'est Walking Dead le terminal. Moi, c'est Breaking Bad. Comment vous expliquer ça? Breaking Bad, le nazi qui fait toc-toc à la porte devant la copine de Jesse. Enfin, chez la copine de Jesse. Ça, c'est pour moi, c'est. Question suivante. Fox Ready. Si cela était financièrement possible, quitteriez-vous votre emploi pour vous concentrer sur l'émission, votre nouveau job, quoi? Alors attends. LOL. En fait, le truc, c'est que, bon, on en parlait un peu au début, Cult & Click, on perd de l'argent. Oui, mais Donc, il dit si c'était financièrement possible. Donc, si Cult & Click explose, est-ce que tu abandonnerais? Moi, je vais répondre. Je me suis jamais posé la question. J'aime beaucoup mon métier. Par contre, je vais répondre à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, je ne conçois pas aujourd'hui ma vie avec mon boulot, c'est tout, ou Cult & Click, c'est tout. J'ai trouvé avec Cult & Click, j'ai besoin d'une activité, un loisir, un truc qui me captive et qui m'occupe le temps et l'esprit. Et j'ai trouvé qu'à côté de mon métier, Cult & Click était... Enfin, ça va parfaitement et du coup, j'en suis absolument ravi. J'ai pas envie que l'un ou l'autre se sépare. Bah, je me suis jamais posé la question. En fait, si Cult & Click financièrement, financièrement c'était un truc de ouf. Donc si Cult & Click avait une communauté beaucoup plus large, etc. Je pense que moi ça m'amuserait bien d'avoir plusieurs chaînes et de faire des types de contenus différents. Du cinéma série sur une, tu vois, des trucs un blog voyage et découverte, des trucs de faire partager comme ça toutes les passions de la vie. Ça, ce serait chouette. Mais j'ai du mal à envisager de ne pas avoir mon travail que j'aime beaucoup et mon travail qui est proche de Cult & Click parce que je produis des vidéos et je produis des vidéos en live. Donc je me suis jamais posé la question parce qu'en fait Cult & Click est dans ma tête est quelque part c'est une partie de mon travail mais qui est juste fait que avec des potes et sans notion d'argent. Donc c'est très bizarre comme question dans ces conditions-là. Question suivante. Si vous étiez un personnage de The Walking Dead, vous seriez qui? Glenn. Je serais Daryl, forcément. Moi, je serais... Je prendrais une ou deux douches de plus. Ouais. Daryl. Moi, dans The Walking Dead, je serais très probablement le prochain mec de Maggie. Alors, votre personnage favori, toute série confondue? Ah, chaud. Moi, c'est Jesse Pinkman de Breaking Bad. Je trouve que le personnage est incroyablement bien écrit, incroyablement bien incarné et très attachant, très torturé. Enfin, Jesse Pinkman. Alors moi j'ai envie de répondre pas tout. Je suis désolé, je vais pas répondre un petit peu à côté. Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, qui est un anime. Je pense que c'est mon personnage favori de toute série, film, anime confondu. Ouais. Spike Spiegel. Et celui que vous détestez, merde. Il y en a plein. Il y a tellement de méchants. Pas que des méchants. Non, mais il y a tellement de personnages qu'on déteste. Gregory de la colline dans Walking Dead. Qu'est-ce que Littlefinger dans Game of Thrones? Qu'est-ce que je je le déteste. Je sais pas. Moi, j'en ai pas en tête. Non. Il y avait dans
dans Galactica, Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, il y avait le professeur qui faisait Ouais. toujours les mauvais choix Oui. avec sa copine Silon. Ouais. Ah, je le trouvais tellement con. Ouais, mais non, moi Je le trouvais tellement con. Bah ouais, mais non, il est bien quand même. Ah non, mais vraiment, Alors, il était question suivante. énervant. À quand une vidéo entièrement consacrée à la géniale série Rick and Morty? Eh ben, pas maintenant parce qu'on n'est pas du tout à jour. Moi, j'en suis dans la saison 1. T'en es où, toi? Tu t'as pas du tout commencé? J'en suis début de saison 1. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est Benzaï qui nous en a parlé à plusieurs reprises. Quand il était venu dans notre quand émission. on l'avait eu dans l'émission. Et le truc, c'est que j'ai l'impression... En fait, j'ai réalisé il y a cet été que j'ai l'impression qu'on passe à côté du nouveau Simpson ou du nouveau South Park. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Bah, ça a Et énormément du coup, de succès. ça donne envie de découvrir et de se dire que peut-être que j'ai pas kiffé parce que c'était les premiers épisodes qui étaient peut-être un peu moins rythmés. Ça donne envie de découvrir. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc donc plus tard. Vous avez fait quoi comme Zena études? Hort. Alors moi j'ai un équivalent parce que c'était à l'époque. J'ai ce que maintenant tu pourrais appeler un master d'histoire. Alors moi j'ai Contemporain. alors moi j'ai fait une école de ciné. Alors j'ai fait beaucoup de crapahutage. J'étais en sciences à Jussieu en physique chimie. En fin de deuxième année avant le diplôme, je suis parti en école de ciné à l'ESRA que je déconseille fortement, une école de cinéma, et dont je suis parti en fin de deuxième année parce que j'ai une proposition d'embauche en tant que réalisateur dans une société filiale de SFR. Donc quand tu es étudiant, tu te dis wouh, c'était la folie. Et puis en fait de là, de job en job, voilà. Donc complètement autodidacte. Enfin quasiment complètement autodidacte. Question suivante. Que pensez-vous des Funko Pop? Eh ben, moi j'ai une grosse collection de Funko Pop, alors que je réduis au fil du temps parce que besoin de place, et puis aussi certains Funko que j'avais aimés au départ finalement ne me plaisent pas, puis j'aime pas trop l'idée d'en avoir trop. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas encore engagé dans une collection de Funko Pop, je vous invite sérieusement à ne pas la faire. Un des vrais problèmes de Funko, et c'est notamment pour ça que moi je n'utilise que Amazon Prime pour les acheter, c'est que beaucoup ont des défauts. Et moi, ça m'insupporte. Alors, la tête qui est sur le côté, ça tient pas debout. Il y a des stars de peinture. Enfin, voilà. La boîte qui est écrasée ou même l'intérieur de la boîte qui est abîmé. Et en termes de qualité, depuis que Funko a énormément de succès et produit comme des gros bourrins à n'en plus finir, ils savent même plus ce qu'ils produisent. Et il n'y a pas de service après-vente. Il y a pas de, ils s'assurent pas non plus la qualité des produits finis. Là, je trouve que ces derniers mois, c'est un petit peu moins stylé. Après, si c'est la seule catégorie de figurines qui vous permettent vraiment de pouvoir exposer dans la même gamme finalement à peu près tout, quoi. Parce que là, moi, j'ai One Punch Man, j'ai My Hero Academia. À côté de ça, je vais bientôt avoir Mad Max, j'ai Breaking Bad. Tu vois, j'ai The Leftovers. Enfin, j'en ai des dizaines. Mais en termes de qualité, c'est quand même du Made in China, pas terrible. Ça me parle pas beaucoup. Du coup, question suivante. Mais tu peux quand même dire, tu es timide, mais tu as le Batman de The Dark Knight que je t'ai offert et que j'ai acheté sur Hollywood Boulevard. Et Ouais. ça, c'est quand même méga la classe. Oui, c'est vrai. Question suivante. Il y avait une deuxième partie, c'était quoi? Quelle série ou film aimeriez-vous voir en pop? Ah, bonne question. Bah, moi, il y en a un vraiment que je veux à tout prix et qui n'est toujours pas sorti, c'est Jurassic Park. Ça roule. Question suivante, ma chère Daniel. Alors, qu'avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé de la fin de Lost? Bah, moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup pleuré sur le dernier épisode. Moi, Mérite-t-elle j'ai une suite? détesté. Enfin, franchement, moi, j'ai détesté. Alors, le truc, c'est qu'un jour, j'irai regarder une vidéo de une personne qui explique vraiment tout, etc. En fait, le truc, c'est que Lost, ce que j'ai détesté, c'est que c'était une série qui était censée être une série de science-fiction, c'est-à-dire où tout était dans un univers cohérent, scientifique, etc., où tout pouvait avoir une explication. C'est comme ça qu'ils ont tenu les saisons 1 et 2. C'est comme ça que les scénaristes ont dit non, ils ne sont pas au purgatoire, c'est sûr. Il y a eu des interviews, ils ont été très clairs. Ils ont dit vous aurez des explications à tout. Et ensuite, les saisons d'après, petit à petit, il y a des trucs de plus en plus what the fuck. Donc, tu suis les scénaristes, tu leur fais confiance, les showrunners, tu leur dis bah ok,
tout aura une explication, pourquoi pas, etc., etc. Et en fait, la série se termine. C'est pas du tout de la science-fiction. De Religieux. c'est du fantasy, de la religieux, etc. Ce que je peux comprendre. Ok, cool. Par exemple la série d'après qui est The Leftovers. Il n'y aura jamais d'explication, c'est pas grave, la série elle ne nous a pas menti, c'est juste des licences poétiques pour traiter du deuil. Il y a les Cool. explications nécessaires. Mais le truc c'est que Lost, ils se sont juste foutus de notre gueule et après ils ont fait deux trois pansements, la petite vidéo d'après qui est sortie sur le DVD bonus l'année d'après, etc., qui étaient des pansements pour faire comme s'il y avait des explications. Et donc c'est une série que j'ai adorée et dont je trouve et je hais les showrunners. Ils se sont foutus de la gueule des spectateurs en essayant de faire les trucs les plus what the fuck possible pour continuer à créer un intérêt, alors qu'en fait tout était un mensonge et plus rien ne tenait debout. Et voilà, est-ce qu'elle mérite une suite? Non, laissez ce tombeau être son tombeau. Ouais, mais moi je suis pas aussi dur que toi là-dessus. Moi j'avais compris que Et The Lost allait dans. Leftovers, bah Attends. si c'est une suite spirituelle, et bah très bien. C'est vachement mieux. Moi je m'attendais pas à avoir toutes les réponses. Je les ai pas eues. Je le savais. Ils ont réussi à me faire braire sur le dernier épisode. Bravo, chapeau. Next. Dracarys. Question surtout destinée à Kerr. Quelle est la plus belle actrice d'Hollywood? Ça dépend des périodes que je trouve absolument divines. Il y a Ellie Bennett, magnifique. Mary-Elizabeth Winstead, je pense aussi, c'est du top. Voilà. Vraiment, vraiment très belle. Michelle Monaghan aussi. Cool. Voilà. T'as un avis toi ou tu t'en. Bah que tu es toujours un peu Kerver. On enquille. Juste dire qu'une actrice est belle, c'est. Monsieur Rook. Non mais c'est que les gens savent à qui demander les bails, tu vois. Pour vous, quelle est la Est-ce fin que tu as les photos? Parce que la question d'après, ça devait être est-ce que tu as les photos à balancer? Non, Monsieur la Rookmout. fin la plus catastrophique d'une série, t'as répondu, c'est Lost pour toi? Il y a Don't Trust the Beach, an Apartment 23. Mais elle a été annulée. Ça, c'est une des fins les plus pourries possibles parce que la série a été diffusée dans le désordre et la fin était pas clairement une fin. Donc ça, c'est. Elle a été annulée en plus. Ça, c'est vraiment la catastrophe de fin. Moi, la fin la plus ratée, je l'ai vue la semaine dernière. J'ai mis beaucoup de temps à regarder la fin de cette série. C'est Black Sails, la série sur les pirates. Et franchement, mais la fin, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment. Moi, j'étais déçu. Hein. Quand le générique a commencé à défiler, je me suis dit, ah ouais, ah, ok. Next. Deadwood, c'est quand même dans le top 20 des meilleures séries de tous les temps. Tu l'as vu ou pas, Deadwood? Non. Eh ben moi, je l'ai vu et je peux confirmer, c'est en effet une série extraordinaire. Et votre avis sur la série qui mériterait un remake? Eh ben moi, j'en ai une, c'est The Defenders. Non, je déconne. Bah, j'aurais répondu Battlestar Galactica. Parce Ah que, oui. en fait, le truc, c'est que la nouvelle série n'a pas la même fin. Il y a des trucs qui diffèrent. Et je pense que de garder le premier scénario aurait été une bonne surprise. Après, j'aurais bien aimé avoir un remake de la série The Prisoners, Le Prisonnier. Je pense que cette série, d'un point de vue moderne, serait extrêmement intéressante. Moi, je dirais. Tu te mets, à Allez, chaque fois que je me mets dans tu une sais quoi position, tu te fais dans la même position. J'ai envie de dire Sex and the City, avec les problématiques de l'époque. Un remake de Sex and the City avec toujours le même humour, des personnages toujours aussi attachants et bien travaillés, mais dans notre époque contemporaine. Ça existe. C'est quoi? Bah, c'est la série Girls. sur la nièce de Carrie Bradshaw. Si elle n'est pas déjà sortie, elle est en préparation. Et c'est censé être le Sex and the City d'aujourd'hui. Ah merde, bah, tu vois, rien que le fait de me dire qu'un remake de Sex and the City existe. C'est la nièce de un Carrie train de Bradshaw qui m'effrayer, est le personnage Parce que principal. le problème, c'est que la série Sex and the City, moi, j'ai trouvé extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est une très très bonne série. Peut-être, ouais, bon, enlevons le extraordinaire et mettons très très bonne série. Par contre, les deux films, l'angoisse totale. Je pense que j'ai failli me
me jeter dans un ravin en regardant les films. Ça n'a pas Bon, de sens. et c'est pas la question, mais la série qui mériterait une suite, pour moi, ce serait Rome. Ah, ah ouais. Non, alors. Ah non, non, ah non, tu peux pas. Moi, là, franchement, on me dit, et d'ailleurs, j'ai eu 25 orgasmes quand j'ai vu passer l'info, il y a le patron de NBC qui a dit qu'il aimerait beaucoup que Aaron Sorkin refasse des saisons de À la Maison Blanche. Et franchement, si saison de La Maison Blanche il y a, avec Aaron Sorkin C'est aux pas manettes, mais moi, je te le dis Bah, tout de suite, je mets une tente devant ma télé en attendant que la série pop. Bah, je pense que. Je reste Mais en devant. fait, t'as pas besoin d'avoir une tente parce que c'est chez toi. Ouais, c'est un peu con, Mais mais le le truc, concept, c'est que- mais quand même. C'est que globalement, je pense que ce serait plus possible maintenant qu'il y a Trump, maintenant que la Mais politique a justement, explosé. Mais on n'a plus besoin. C'est- On c'est a... Je serais plus sur une série comme moi. Bah non. Question suivante, ma chère Daniel. Il n'y en a pas et du coup, Ah, je c'est vais... les questions Insta. Ouais, c'est les questions Instagram. Alors très rapidement, je vais en lire peut-être une, peut-être deux, parce qu'en fait les questions Instagram revenaient beaucoup avec celles de Twitter. Mais je vais quand même remercier ceux qui ont posé les questions. Alors il y a Florent Bécou, il y a Cassis Coco, Alexandre Caroul, qui nous demande si on est plutôt bière ou vin. Bière. Bah moi j'aime pas trop la bière et à part le rosé. Bah si le vin de temps en temps. Mais Toi, t'es pas absinthe. trop. Ouais, non non. Toi, soit tu te la colles dure, soit tu te la colles pas. Ça, c'est le mojo de Kerr. Quand il arrive dans une soirée, il dit Mais non, pas. Oh, moi, si je me la colle pas dure, je me la colle pas, je vous préviens. Ben non, moi j'aime pas trop l'alcool en fait. Mm. Bref. On salue Tudania, un rêveur lucide, qui nous demande films et séries préférées, mais on en parlera plus tard. Magic Lude, qui nous félicite pour les 40K. Merci à toi, tu contribues à l'aventure. Mathieu Bilstein, il y a trop de questions, je suis désolé, je peux pas le dire. Prends-en une. Alors, pourrais-je un jour m'asseoir? Ah ben, question d'Olivier Hertz qui dit: pourrais-je un jour venir m'asseoir sur le canapé de Cult & Click et faire un live avec vous? La réponse, Olivier, eh ben non. Parce que Alors, fait, on peut pas. Moi, il y a un truc. Bon, après, je. Mais bien évidemment, peut-être qu'un jour on invitera En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille de temps en temps qui ont tendance à faire périodiquement des IRL, tu sais, où ils disent à tout le monde ouais, on se retrouve dans tel bar et puis on fait l'émission en live du bar, machin et tout. Et en fait, comme la chaîne est vraiment naissante, moi j'ai juste peur du flop total. Il y a 3 personnes qui se pointent. Et en fait, tu te rends compte que ces 3 personnes en fait sont là par hasard et qu'ils n'ont pas osé te dire qu'ils n'étaient pas pour Cult & Click. Mais à un moment, ce sera sympa de le faire. À un moment, quand on était au gaming, c'était hyper stylé de faire ces premières IRL où il y avait tout le monde, où tu découvrais en fait qu'il y avait des vrais gens derrière les commentaires et tout. J'aimerais bien qu'on le fasse pour Cult & Click, mais j'ai trop peur qu'on soit trop petit et qu'il y ait personne qui soit intéressé. Voilà. C'était notre FAQ, les amis. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce vers le haut et puis de petits commentaires. Surveillez un petit peu les réseaux sociaux. Il y en aura probablement une autre bientôt. Et il y en aura une notamment sur Game of Thrones. On fait un coucou à l'ami Cardel. On vous fait des bisous. Ciao! Des bisous. Let's go!